La collection. Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Sciences. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Nous vous proposons l'écoute du livre 4, Social. Chapitre 2. Édifices. Certains très grands édifices ont été réalisés à des époques où les moyens de transport et les moyens techniques, semblant avoir été utilisés, ne permettaient pas la réalisation de tels édifices. Les explications apparemment rationnelles avancées, officiellement, par rapport à ces époques, ne peuvent pas être prises en considération, parce qu'elles apparaissent totalement irrationnelles, justement, desquelles sont étudiées dans le détail. La situation se complique, en plus, dès lors qu'il n'est pas autorisé à faire les investigations qui s'imposent et qui permettraient d'apporter les éclaircissements indispensables à la compréhension. Comment expliquer alors leur réalisation, puisque ces édifices sont là, alors que les technologies ayant été supposées être utilisées à ces époques ne nous sont toujours pas accessibles aujourd'hui? Cela n'a évidemment rien à voir avec les explications de certains responsables, historiens ou délégués officiels, utilisant des théories dominantes invérifiables, parce qu'irréalistes, ayant réponse à tout, dont les justifications sont tellement incohérentes, qu'ils ne peuvent y croire eux-mêmes. Certains de ces grands ouvrages, millénaires, apparaissent plus comme des langages et des démonstrations mathématiques, chargés d'enseigner des réalités de géométrie dans l'espace, de découvertes astrophysiques et astronomiques, comportant des connaissances astronomiques particulièrement pointues, plutôt que la simple réalité de leur existence. Le génie de leur conception ne peut que nous interpeller, au regard de nos prétentions d'explication totalement injustifiées, compte tenu des éléments mathématiques qu'ils représentent et qui nous sont encore inconnus. À savoir, des nouveaux théorèmes et des axiomes mathématiques particuliers, qu'il conviendrait d'étudier. Il est, par ailleurs, primordial de remarquer qu'il y a une cohérence d'ensemble, lorsque plusieurs édifices sont localisés, d'une part, ou dispersés sur l'ensemble de la planète, d'autre part. L'enseignement scolaire a, pour principe, d'informer et de former les futurs agents et les futurs responsables de la société humaine. Il n'est pas dans les habitudes d'un enfant de vouloir mettre en doute ce qui lui est enseigné. Du reste, le pourrait-il? Notre parcours, dans la vie, nous amène à rencontrer des situations, qui, d'une part, remettent en cause nos acquis, d'autre part, déstabilisent nos convictions. Les crop circles, ou cercles de culture, selon la traduction française, nous devrions dire, des cercles dans les cultures, et plus particulièrement, dans les champs céréaliers, avant les moissons, sont l'objet d'étranges dessins hyper sophistiqués, dont l'origine, de par la complexité de leur réalisation, nous laisse particulièrement perplexes. Ces étranges motifs, toujours plus complexes les uns par rapport aux autres, n'ont pour nous aucune signification précise apparente. Sont-ils une forme de communication? Quelles en sont les origines? Sont-ils porteurs d'informations ou de tentatives d'enseignement? Seraient-ils, tout simplement, des tests de valeur sur nos capacités de compréhension? Ces dessins, géométriques, sont réalisés avec une précision déconcertante. S'agit-il d'élaboration mathématique? D'abord, simples de conception, ces dessins sont devenus de plus en plus complexes, couvrant toujours de plus grandes surfaces, au cours du temps. Leurs observations, dans leur intégralité, ne peuvent être envisagées qu'en vision aérienne. Ils sont, généralement, dessinés de nuit, mais pas toujours. Certains ont pu être observés en cours de formation, alors que la zone géographique était survolée par des disques argentés et lumineux. On ne connaît pas la provenance ni l'origine de ces disques dont il est apparu difficile de définir les volumes. La rigueur géométrique, avec laquelle ces dessins sont tracés, démontre une volonté de message. Ce que nous appelons des pictogrammes semble être en relation avec l'apparition de ces supposés objets volants. L'étude de certains de ces dessins géométriques, représentés à 2 dimensions, se serait avérée accessible en 3 dimensions, grâce à l'imagerie informatique.
Certains de ces témoins, ayant pu observer ces réalisations en direct, ont vu l'apparition d'un faisceau lumineux, venu du ciel, ou encore de sphères se déplaçant dans le ciel ou au ras du sol, dessinant les figures observables. Couchant les tiges céréalières, en les tressant, sans les casser, avec une grande précision géométrique. Aucune explication, par des phénomènes d'origine naturelle, ne peut corroborer de tels événements. Toutes les tentatives d'explication, par des interventions volontaires de supercherie, sont également irrecevables. La complexité avec laquelle ces dessins sont réalisés, à partir des tiges de céréales, ressemble plus à un tissage et en aucun cas à un écrasement. Par ailleurs, les analyses chimiques réalisées sur ces zones feraient état de modifications, dues à d'intenses sources de chaleur extrêmement brèves, comparables à des micro-ondes. Plusieurs radioéléments rares à courte durée de vie, appelés isotopes, n'existant pas à l'état naturel, y auraient été relevés sur place. Plus surprenant encore, des microbilles, d'un fer très pur auraient été retrouvées à l'intérieur de ces cercles, alors qu'elles n'étaient pas présentes à l'extérieur. Il s'avère aussi que la structure énergétique des plantes en cause aurait eu une structure chimique modifiée, au niveau même de leurs parois cellulaires. Toutes les tentatives d'explication de la communauté scientifique n'ont pas permis d'élucider les mystères entourant ces phénomènes de crop circles. Les fractales, ainsi constitués, apparaîtraient toujours de plus en plus complexes. Il semble logique de dire qu'aucune compétence humaine n'est capable de réaliser ces modèles de dessin, ni de les expliquer, ni de les comprendre. Ces dessins sont réalisés sur plusieurs endroits de notre planète et aucun pays ne semble y échapper, même si les sources officielles restent profondément silencieuses à leur encontre. S'agit-il de la manifestation d'une forme d'intelligence extérieure à notre planète ? La précision avec laquelle ces dessins sont réalisés ne permet pas d'envisager une supercherie ou une intervention technique, à partir de nos satellites ni d'une origine naturelle. Certaines figures, de petite dimension, font appel à des réalisations d'une grande précision mathématique. Les figures les plus complexes semblent démontrer des symboles de géométrie dans l'espace, d'une si grande complexité, que certains ne sont, pour le moment, pas accessibles à notre niveau de compréhension. Des physiciens, à partir de quelques dessins, ont pu établir de nouvelles figures et symboles mathématiques leur permettant d'étendre leur champ de connaissances en créant de nouvelles théories et en établissant de nouvelles disciplines, dans le domaine de la physique et des mathématiques, permettant le prolongement de nos connaissances actuelles. Pourtant, certains de ces dessins, après diverses études, par diverses sources compétentes, semblent vouloir, d'abord, nous démontrer une origine d'une très grande sagesse, d'une intelligence et d'un talent qui nous sont, actuellement, indéchiffrables. Leur créativité ensuite est continuellement étonnante. S'agirait-il alors d'une tentative de communication avec les humains que nous sommes ? Ou s'agirait-il de messages destinés à d'autres visiteurs ? S'agit-il d'entités venues d'ailleurs ? Cherchent-ils à nous transmettre un savoir ? Sont-ils conscients que notre avenir est compromis ? Ou en sont-ils tout simplement convaincus ? Quelles sont les origines de tous ces hiéroglyphes et quelle est cette forme de communication ? Si l'information, ainsi transmise, ne nous est pas destinée, à qui l'est-elle ? Ou s'agirait-il, comme certains scientifiques le pensent, de nouveaux théorèmes mathématiques, vérifiés comme inconnus de nous, qui pourraient nous être transmis volontairement, pour élever notre niveau de compétence ? Il pourrait même s'agir d'une mise à niveau qui nous permettrait d'utiliser des sources d'énergie actuellement inconnues de nous, selon l'avis de certains chercheurs. Pourquoi les militaires et certains hauts responsables sont-ils si avides à chercher tous les indices concernant ces phénomènes, tout en nous cachant, par tous les moyens, leur réalité ? Ils nient, le plus souvent, les évidences et cherchent constamment à ridiculiser les témoins qui apparaissent de bonne foi. Ils s'efforcent constamment de mettre en avant les charlatans et les faussaires. Ces figures ou inscriptions, devenues de plus en plus complexes et symboliques, telles des formes de communication, sont-elles un lien avec les lieux où elles sont réalisées ? Certains scientifiques considèrent qu'il s'agirait de théorèmes mathématiques pouvant nous être utiles pour notre recherche d'énergie naturelle ne faisant appel à aucun combustible.
Il pourrait ainsi s'agir d'un symbolisme universel et multidisciplinaire. Il y aurait, semble-t-il, une certaine évolution dans la teneur des messages au cours du temps. Les messages adressés sembleraient aussi présenter leurs auteurs, leur situation planétaire, au sein du cosmos et leur relation à notre égard. Ils auraient ensuite changé d'orientation en essayant de nous communiquer des idées, des lois universelles. D'une certaine façon, leurs comportements ne peuvent que nous rassurer, rien de néfaste n'apparaît dans leur tentative de nous renseigner. Leur communiqué semblerait même s'adresser aux divers courants de la pensée humaine, sans a priori, et c'est assez rassurant. Leurs conceptions et leur diversité, dans les modèles, dans les lieux et dans les surfaces, témoignent d'une forme indéniablement d'une intelligence supérieure. Non-respect. Les individus qui détiennent des pouvoirs, les plus exorbitants, n'ont plus aucune retenue, d'aucune sorte. Ces personnes-là considèrent ne plus avoir à respecter aucune règle édictée par l'organisation de la société. Ils établissent un jeu consistant à répertorier l'étendue de leur pouvoir, avec tous les abus que cela comporte, dans tous les domaines, sans aucune responsabilisation de leurs actes, pourtant des plus répréhensibles. Cela leur permet tous les excès, dans une course effrénée vers le pire, jusqu'au plus grave système de mise à mort, par simple jeu. C'est là, une mise en place d'un système tyrannique. Tous ces hauts personnages n'ont pas à rendre compte d'aucun de leurs actes. Ils se permettent d'organiser des cérémonies rituelles, avec des expériences collectives, des sexualités de groupe, des prostitutions de mineurs, relevant de la barbarie, avec de la torture, des sévices divers, des assassinats de, sans domicile fixe, et d'enfants, maquillés ensuite en suicide. Ces hauts personnages ne seraient pas, a priori, atteints de troubles comportementaux ou psychiatriques, ni de pathologies particulières, ils ne font pas partie d'un environnement socio-professionnel particulier. Des témoignages, issus des rangs de hauts fonctionnaires, précisent que des notables, tels que des magistrats, des hommes politiques, de grands pontes de la finance, des universitaires, des responsables de médias, se regrouperaient par parrainage, de génération à génération, ainsi incorporés dans des systèmes mafieux. Ces témoignages, après recoupement, apparaissent absolument dignes de foi, malgré la dureté de telles révélations. Il précise une très grande organisation concernant des maquillages d'assassinats, plusieurs centaines, et des rapports de décès, réalisés par des experts appartenant eux aussi à ces groupes de délinquants en col blanc. Le pouvoir des juges, par exemple, est notamment tout aussi exorbitant. Tous ces gens de pouvoir s'amusent avec la vie des autres, par leur cupidité, sans avoir jamais aucun risque de devoir répondre de leurs décisions. Ils ont le pouvoir d'agir à tous les niveaux de l'organisation d'une famille, d'une entreprise ou d'une structure sociale. Ils peuvent agir sur tous les plans, qu'ils soient économiques, structurels, législatifs ou sociaux. Ils peuvent s'octroyer toutes les prérogatives, y compris les plus mafieuses, sans jamais avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Les autorités judiciaires symbolisent de nombreuses dérives et dénis de justice ainsi que beaucoup d'abus. Les prises de décision sont souvent arbitraires, entachées d'erreurs intentionnelles, de calomnies et de violations d'indépendance et d'impartialité. Des atteintes à la dignité humaine sont continuellement reprochées aux organisations judiciaires. Les systèmes judiciaires, en particulier, ont été créés pour servir la société, mais ce n'est pas le cas dans la pratique. Or, les dysfonctionnements de ces systèmes sont flagrants. Ils représentent une violation de la légalité et le système s'avère totalement irréformable. Il est devenu un système totalement irrationnel, synonyme d'outil de torture et d'oppression, qui porte une grave atteinte à la dignité humaine. Une poignée de responsables, juges, huissiers, experts, tuteurs, services sociaux, parviennent à briser la vie de leurs coreligionnaires, en toute impunité, par leurs seuls abus de pouvoir. Il n'existe aucun moyen de lutte contre la tyrannie judiciaire. Ce système, qui a été détourné de sa fonction, est dans sa réalité un moyen d'asservissement des populations. Comment est-il possible que dans des pays dits démocratiques, se prévalant comme État de droit, des systèmes institutionnels, puissent s'adonner à de telles pratiques morbides, datant du Moyen Âge?
Que valent alors tous les mécanismes institutionnels des droits de l'homme? Or, tous les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, émanent du peuple. Il s'agit, maintenant, pour ces populations, de préserver leur liberté, leur propriété, leur sûreté et, de leur devoir de résistance à l'oppression. Ces constats de pouvoirs illégitimes sont assimilables à du génocide. Il est bon de rappeler que le génocide est un acte tentant à détruire une collectivité humaine, par une atteinte physique ou mentale. Aucune personne ne doit être l'objet d'immixtion, d'ingérence ou d'intervention dans sa vie privée, sa famille, son patrimoine ni atteindre à son honneur ni à sa réputation. Toute personne a droit à une protection à l'encontre de telles ingérences, y compris au droit de penser, de liberté d'opinion et d'expression. Il est primordial de rappeler que la famille est l'élément naturel et fondamental de la société humaine. Elle doit faire l'objet d'une protection, sans faille, de la part des organismes étatiques. Il est, du devoir de chaque citoyen, de résister à tout pouvoir arbitraire, institutionnalisé. Il apparaît toutefois évident que ceci ne peut être réalisé qu'en collégialité. Seule, l'union permet la force. C'est donc à chaque État démocratique, de faire respecter l'honneur dû à chaque personne. Des étapes intermédiaires seraient nécessaires avant de pouvoir atteindre l'objectif final. Des zones, dans les pays, constitueraient des bases d'exercice du grand pouvoir, au niveau des régions. Chaque région serait dotée de bases militarisées disposant de centres spéciaux installés sur des zones isolées et difficiles d'accès. Ces bases sont des centres de formation à la guérilla, au contrôle des foules et à l'usage d'armements. Des effondrements d'États importants seraient programmés. La planification de leurs effondrements serait méthodiquement orchestrée. Le premier objectif serait une grande dépression, à partir des marchés financiers. Elle résulterait de manipulations conjointes à partir d'institutions financières et des principales banques, sur les marchés financiers. Un remboursement des dettes des États les précipiterait vers un chaos mondial. Les États de droit seraient remplacés par des dictatures militaires, à partir de la nécessité de les sauver de l'anarchie, engendrée par des populations en révolte. La manipulation des foules serait faite à partir des gens de main, du pouvoir global, mis en place par les réseaux militarisés. Des programmations militarisées seraient déjà en service. Ces réseaux seraient prêts à intervenir en cas de soulèvement, à partir des foyers de résistance. Cette éventualité est enregistrée, en tant que certitude. Des milices seraient entraînées au combat, à l'encontre de toute forme d'opposition. Des programmes précis d'action, codés, seraient utilisables pour des tâches extrêmes et particulières. Des bases militarisées seraient déjà fonctionnelles, bien qu'elles ne soient pas encore opérationnelles. Chaque localité serait sous la responsabilité d'une hiérarchie, actuellement occulte, qui devra rendre des comptes. 1% des populations suffirait à contrôler la situation et à maîtriser l'organisation. Si cela paraît peu, ce pourcentage représenterait 2,5 millions de paramilitaires surentraînés et surarmés venant en appui dans les zones de rébellion. Parfaitement programmés psychologiquement, à une obéissance aveugle, il serait suffisant pour le contrôle des 99% de la population. Il serait aussi prévu que les armées régulières, prises par surprise, devraient être rapidement neutralisées. Il convient aussi de prendre en compte que de hauts cadres militaires feraient partie intégrante du super-pouvoir, dont le rôle serait de subjuguer leurs moyens de défense. Après la maîtrise par le pouvoir militarisé, les populations n'auraient plus d'autre choix que d'adhérer ou de mourir. Les dirigeants de ce pouvoir global mondialisé seraient persuadés d'être des élus des dieux, plus intelligents et plus clairvoyants, envoyés pour gouverner les peuples de la terre. Particulièrement arrogants, vaniteux et présomptueux, ils considéreraient les autres humains comme des quantités animales inintelligentes, que seules des dictatures pourraient amener à la raison. Cette attitude permet de mieux comprendre pourquoi certains peuples sont autant asservis. Les hauts responsables financiers de la planète seraient prêts à sauver l'économie mondiale qu'ils auront eux-mêmes précipitée dans le néant. Du reste, ce seraient, selon toute évidence, les mêmes dignitaires financiers
qui aurait orchestré la prise de pouvoir du Troisième Reich dans l'Allemagne de 1933 à 1945 et financé ses efforts de guerre afin de détruire l'hégémonie économique européenne grandissante. Ce fut aussi le cas pour ce qui concerne la Première Guerre mondiale. Un nouveau système économique serait aussi prévu, ainsi qu'une monnaie mondiale qui assurerait le « nouvel ordre » organisé. Le plan initial comprendrait encore bien d'autres dispositions. Les organisateurs de ce plan auraient tout programmé jusqu'à l'enseignement de leur doctrine à leurs héritiers. Leur approche actuelle serait une infiltration systématique dans tous les pouvoirs décisionnels, des principaux médias, aux systèmes éducatifs, aux systèmes bancaires ainsi que ceux de gouvernement. Ils se seraient déjà infiltrés dans des sectes religieuses institutionnelles, ainsi que dans des organismes de recherche appliquée ou fondamentale. Ils œuvrent d'une façon systématique et cynique. Leurs activités sont secrètes et particulièrement discrètes. C'est souvent sous l'apparence d'hommes d'affaires, très respectables, qu'ils œuvrent, tout en s'octroyant une attitude hors de tout soupçon. Convaincus qu'ils sont d'être des élus de Dieu, ils affichent leurs convictions religieuses, en toute bonne foi, et s'organisent en réunions de groupe, pour convenir de leur stratégie philosophique. Ils se créent ainsi une réputation de hauts personnages très respectables localement. Leur charisme, leur ouverture d'esprit, leur esprit d'analyse et leur charme y sont très appréciés, dans les mondanités, et en tout lieu. Ce sont des personnes charmantes, au quotidien. Nul ne peut envisager leur machiavélisme. Ils ne sont pas détectables, en raison de leur double personnalité. Ils sont très soigneusement ordonnés. Ils ne seraient pas tous conscients de la dangerosité de leurs futures actions. Pour parvenir à une telle finalité, ils n'hésiteront pas à faire alliance avec d'autres groupes sectaires, qui seraient déjà fonctionnels. Ils favorisent leur pénétration dans leur propre zone d'influence afin de pouvoir mieux diviser les secteurs d'influence. Toutes les sociétés secrètes seraient, volontairement, adhérentes à leur mouvement, car ils seraient considérés parmi les plus compétents. Ils leur octroieraient une technicité et des formateurs, en échange de leur loyauté et de leur soumission. L'anarchie créant le chaos leur permettra d'établir leur ordre. Ils armeraient les protagonistes dans tous les conflits actuels afin de mieux pouvoir les organiser. Ils se considéreraient, eux-mêmes comme protagonistes d'un grand échiquier. Ils seraient convaincus que c'est à partir des combats que devront émerger les plus forts. Ils se seraient organisés pour s'octroyer les pleins pouvoirs. Leurs objectifs sont dévoilés, leurs vraies personnalités sont démontrées. À tous ceux qui sont lucides du modèle organisationnel des dominatories, mais également de leurs implications sur l'humanité, il leur importe de se préparer à combattre et à lutter contre un tel avènement, avant qu'il ne soit trop tard. Le reste de l'humanité n'en a pas conscience, lorsqu'elle se rendra compte de cette réalité, il sera beaucoup trop tard. Notoriété. Des réseaux fonctionneraient de façon parfaite. Des notables, notaires, huissiers, commissaires, juges ne seraient jamais inquiétés pour les délits, de toutes sortes, qu'ils commettraient ou auraient pu commettre. Les systèmes judiciaires apparaîtraient totalement gangrénés. Il s'agirait, en fait, de réseaux affairistes, de type mafieux. Si, par hasard, ou nécessité de se défendre, un citoyen, quel que soit son rang social, tente de dénoncer les turpitudes judiciaires, tous les moyens de rétorsion seraient alors mis en œuvre, par tous les acteurs du système judiciaire. Par contre, un notable, qui aurait pu aussi être mis en cause, quel qu'il soit, et, quels que puissent être les griefs, à son encontre, est assuré de la bienveillance de la corporation. Aucun de ces notables, qui seraient impliqués dans des affaires scandaleuses diverses, ne serait jamais inquiété. Des poursuites pour dénonciation calomnieuse sont engagées à l'encontre de tous ceux qui tenteraient de faire valoir leurs droits. Des hauts responsables, ripoux, dénoncés, reconnus coupables, font l'objet de condamnations totalement dérisoires, quand le dossier n'est pas simplement classé sans suite. De faux témoignages seraient mis en œuvre. Des procédures seraient falsifiées. Des pièces indispensables ne seraient pas communiquées. Des enquêtes ne seraient pas diligentées.
Par contre, les personnes dénoncées, elles, ne seraient nullement inquiétées, surtout lorsqu'il s'agit d'un magistrat. Le mode de fonctionnement serait simple. Dès l'instant où l'un de ces hauts personnages serait mis en cause, dans quelle affaire que ce soit, tous les autres notables lui viennent en aide, et en cascade. Des entraves à la manifestation de la vérité seraient organisées. Des abus de pouvoir des personnes dépositaires de l'autorité seraient constamment relevés. Aucun de ces manquements au droit ne ferait jamais l'objet d'aucune procédure. Et pour cause, puisque ce sont ceux qui sont chargés de faire appliquer les lois qui les bafoueraient. Ils sont évidemment suffisamment informés pour ne pas s'appliquer les règles du droit. Lorsque l'un d'entre eux est trop impliqué, il serait tout simplement déplacé ou mis à la retraite. La magistrature serait, pourtant tenue de juger, au nom du peuple. Des réseaux de raquettes auraient été organisés et le seraient encore avec l'implication de notables. Alors que leur rôle est d'assurer la sécurité des citoyens, des commerçants et des entreprises. De nombreux dérapages vont à contresens. L'impunité totale est de rigueur dans ce milieu mafieux. Ils se tiennent tous par la main et toutes les dérives sont alors envisageables. Les victimes de ces réseaux sont arrêtées, placées en garde à vue, pour quel motif que ce soit. Leurs domiciles sont perquisitionnés, leurs matériels informatiques sont confisqués. Toutes les preuves éventuelles, pouvant constituer un déni de justice, sont effacées. Lorsqu'un témoin deviendrait trop gênant, il n'est pas rare qu'il se suicide, très peu de temps avant son audience. Des errances sont constatées, des fiascos judiciaires sont évidents, des experts controversés démontrent que la crédibilité n'est pas une vérité judiciaire. Des innocents emprisonnés pendant plusieurs années, bafoués, ruinés, tout cela ne dérangerait nullement les systèmes judiciaires, habitués à bien d'autres réalités. Des montages, extrêmement audacieux, avec faux et usage de faux, seraient facilement organisés, avec l'aide de la malhonnêteté des auxiliaires de justice. Tous les moyens sont bons, afin de déposséder, par exemple, une veuve héritière universelle, et la faire expulser de son domicile avec usage de la force publique, en toute impunité, et avec gain de cause des falsifieurs. Tous les acteurs, qui sont les complices, dans de tels modèles judiciaires, agissent conformément aux procédures, en utilisant tous les rouages du réseau judiciaire impliqué. Toutes les stratégies seraient organisées et toutes les actions se dérouleraient, pour endetter, persécuter et faire taire les victimes de ces complots. Des détournements de fonds seraient aussi organisés en toute illégalité, des violations de domicile, des diffamations, des menaces, au mépris de toute déontologie des systèmes judiciaires. Tous ces faits caractériseraient une justice de classe qui permettrait d'entraver l'expression de l'intérêt public. Il s'agirait de la dénonciation de réseaux de connivence au sein des systèmes judiciaires, qui entravent très gravement les démocraties. Cela constituerait, en conséquence, une atteinte aux libertés d'expression et une violation caractérisée des droits de l'homme et du citoyen. Un verdict populaire qualifie ces dérives de combat du pot de terre. Les systèmes judiciaires mafieux sont des machines de guerre, contre lesquelles aucune victime n'est en mesure de se défendre. Aucun moyen qui permettrait la manifestation de l'innocence ne peut alors être activé, contre la violence de ces systèmes judiciaires qui peuvent être qualifiés de mafieux. La plupart du temps, les innocents sont jetés à la rue, avec de lourdes séquelles psychologiques et parfois psychiatriques, souvent contraints au suicide, quand ils ne sont pas condamnés à des peines arbitraires, à verser des honoraires abusifs, auprès des huissiers, avoués, experts, commissaires-priseurs, etc. Des avocats s'arrangeraient entre eux, pour masquer la vérité, museler des témoins lors des audiences. Ils conseillent à leurs clients de ne pas se présenter aux audiences et pour cause. Ils feraient procéder au classement, sans suite, de dépôt de plainte devenant gênant, pour certaines de leurs procédures ou de leurs réquisitoires. Des manipulations, des faux en écriture, des témoignages fallacieux, sont organisés. Tout cela, afin de tromper le fonctionnement, rigido-administratif, d'un système judiciaire indépendant.
même lorsque ce système est déterminé à établir un jugement équitable, par un tribunal impartial, à partir des directives de recherche de la vérité, rien ne paraît pouvoir être obtenu. Lorsqu'un juge s'avérerait trop pointilleux dans sa quête de la vérité, il est rapidement écarté, par quelque moyen que ce soit. Ces systèmes mafieux utilisent des faux documents pour établir leur verdict. Il leur suffit donc de falsifier la vérité pour faire pencher les verdicts du côté opposé à celui de la vérité. Tous les moyens sont mis en œuvre pour faire taire la vérité. Une victime devient rapidement un justicier coupable dès lors qu'il dérange, quelque peu, le fonctionnement institutionnel de ce système. Il s'agirait donc d'un système corporatiste, puisque jamais sanctionné. Ces dignitaires mafieux retirent toute la confiance et la crédibilité envers le fonctionnement normal, pour lequel le système judiciaire a été créé. Les systèmes judiciaires sont organisés, par les puissants et pour les puissants, toujours à l'encontre des faibles. Des signes particuliers, qui pourraient être appelés des codes distinctifs, sont mis en évidence sur certains courriers afin d'attirer l'attention du destinataire d'une façon explicite et à des fins d'authentification. Cela s'appelle du trafic d'influence. Le corporatisme et le clientélisme sont la rigueur des puissants. L'équité n'existerait donc que pour eux. Il n'existe aucun moyen de limiter leur inconséquente influence. Les systèmes judiciaires seraient tout simplement malades. Il s'agirait d'un régime autoritaire, qui décide du modèle de système à mettre en place, ou qui est mis en place. Ce sont les tribunaux qui font la loi. Ce sont eux qui décident de la loi qu'il leur convient d'appliquer. Il pourrait aussi s'agir d'un régime arbitraire, complètement illogique. Leurs utilisateurs se considèrent totalement irresponsables des décisions prises. Elles seraient toujours basées sur des critères jamais définis à l'avance ou continuellement changeants. Dans ce cas de figure, il n'est jamais possible de savoir à l'avance quelle va pouvoir être la décision prise, puisqu'elle ne se référera jamais qu'à de l'arbitraire. Toutes les lois, tous les règlements, toutes les règles édictées n'ont plus aucun sens. Elles ne sont utilisées qu'au bon vouloir, au gré de la chose jugée, sans jamais avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Les principes de base du droit judiciaire sont, soit méconnus, volontairement ou pas, soit inappliqués, soit inapplicables. Tous ces faits se généraliseraient, en raison des agissements peu scrupuleux de certains auxiliaires de justice. Ces systèmes judiciaires ont les pleins pouvoirs. De ces dérives des systèmes judiciaires, les citoyens, modestes, sont les principales victimes. Ils n'ont aucun moyen de défense utilisable. Lorsque des proies auraient été repérées par le système, celui-ci ne les lâcherait plus jusqu'à ce qu'il ait pu en obtenir sa dépouille. Des procédures mafieuses s'avéreraient pourtant être quotidiennes dans tous les tribunaux. La confiance, qui devrait être la règle, laisse la place à une totale défiance vis-à-vis des systèmes judiciaires. Trop de représentants du système judiciaire et des notables qui y participent sont affiliés à des loges maçonniques. Ceci expliquerait cela. Violence. Les origines de la violence sont une énigme, d'abord considérée comme une résurgence génétique, il se pourrait qu'elle soit, au contraire, d'origine purement comportementale. Le comportement violent résulterait d'abord d'influences externes. Les influences externes semblent altérer le cerveau, dès l'enfance. Les conséquences de ces influences imprégnant les cellules, d'une telle manière qu'elles apparaissent alors, comme interdépendantes. L'environnement social apparaît comme l'élément essentiel des comportements ultérieurs. Le cerveau enregistre chacune des expériences. Plus les expériences sont enregistrées précocement, plus elles sont influentes. En conséquence, quelle responsabilité peut-on déterminer sur le comportement des personnes, dès lors que ces comportements résultent des informations qu'elles ont reçues, à une période du développement psychique et psychologique de ces personnes? Quelle est alors la part de la conscience et celle de l'inconscience, dans les actes? En ce qui concerne la violence et ses conséquences, dès l'instant où l'on a la certitude que celle-ci s'est transmise de génération à génération, les stigmates de cette violence sont tellement évidents, qu'il devient extrêmement difficile d'en déterminer les responsabilités.
L'inhibition à la violence résulterait aussi des modes de vie. Les comportements seraient le résultat d'un modèle de pensée, de celui de l'éducation et notamment celui de la morale. Savoir où sont les limites du comportement permet de déterminer les modes d'action. Cette notion d'enseignement s'appelle la socialisation. Toutefois, le modèle d'éducation n'est pas la seule explication au comportement de violence. Les comportements violents peuvent aussi être attribués à d'autres contextes sociaux comme les idéologies. Les systèmes d'éducation racistes et totalitaires montrent leurs effets sur les populations et les comportements qui en découlent. De tels comportements sont appelés par leurs responsables, l'ordre établi, pour la communauté du peuple, en excluant la non-appartenance des autres, par voie de conséquence. Ces systèmes et ces comportements aboutissent, la plupart du temps, à des génocides. Des personnes, aux comportements tout à fait normaux, peuvent devenir soudainement violentes et justifier leurs actes homicides. Lorsque tu es légitimé, les notions de valeur s'inversent. Il apparaît alors légitime de supprimer tous ceux qui ne pensent pas de la même façon que soi. Nous voyons ainsi que le système éducatif, l'environnement affectif, mais aussi l'effet de groupe, peuvent former une pression sociale. C'est-à-dire que le conditionnement peut expliquer les bases de la violence. Il devient alors évident que, selon les circonstances, l'action devient identique pour la grande majorité des personnes. C'est donc l'ensemble des règles qui régissent la société humaine qui décide des actions. Elle est responsable des violences exécutées par ses membres. Si nous comprenons qu'il s'agit de l'élément essentiel du comportement humain, alors nous pouvons réaliser un autre système éducatif. La violence n'apparaît alors que comme la conséquence première de l'ignorance. Cette ignorance conduit immanquablement à des mesures de répression, engendrant de nouvelles violences. La violence devient alors un système éducatif irréversible. À une certaine époque, notamment celle du Moyen Âge, l'Église catholique était détentrice d'un pouvoir suprême, en Europe. Elle possédait un niveau de connaissance supérieur, mais surtout un niveau de richesse, qui lui permettait de contrôler, de façon totalitaire, les royaumes et les lois de la monarchie. Au fil des siècles et depuis l'avènement des démocraties, les influences ont, tout de même, beaucoup diminué, dans certains États. Cependant, l'implication de l'Église, au sein des pouvoirs politiques, s'est toujours exercée. La séparation de l'Église et des États n'a jamais été complètement efficiente. La conspiration et la dissimulation apparaissent avoir été leurs moyens d'action les plus usités. Ils auraient pu, selon certaines études, apparemment dignes de foi, détenir l'essentiel des connaissances, concernant les véritables origines de l'espèce humaine. Le Vatican, à lui seul, disposerait d'une archive secrète, qui serait constituée de dizaines de kilomètres de bibliothèques et d'étagères contenant des livres, et du savoir. Les religieux, et c'est là une certitude, ont toujours dissimulé ce qu'ils considèrent ne pas devoir à être porté à la connaissance des peuples. Leur puissance financière a toujours représenté une énigme, toujours non élucidée. La hiérarchisation de cette communauté est parfaitement organisée. L'asservissement des populations a représenté leur principal mode d'action. Il s'agissait là d'une élite, observant leurs congénères, avec dédain. Cette attitude permet à l'Église, mais pas seulement cette religion, c'est vrai pour toutes les sectes religieuses, institutionnelles ou pas, d'établir les dogmes et les doctrines, de façon inamovible, leur permettant d'asservir les peuples en leur cachant la vérité. Quel est donc le sens de leur existence ? La priorité d'une communauté secrète serait de régner sur des peuples devenus dociles, utiles et asservis, comme s'ils étaient des animaux de laboratoire. Nous avons vu que ces communautés exercent leur pouvoir, sans restriction, puisque totalement incontrôlables. Leurs moyens d'action sont complètement démesurés. Les moyens coercitifs dont elles disposent sont gigantesques et peut-être même, insoupçonnables. Leurs niveaux de connaissances sont considérables et connus d'eux seuls. Pourtant, étrangement, une grande partie de leur savoir pourrait être issue de l'Égypte antique. Les symbolismes utilisés seraient identiques, l'ordre et le chaos s'y côtoyant. Le bien et le mal faisaient également partie de la répartition des équilibres.
Toute théorie du complot ferait pâle figure en face de cette éventuelle réalité, qu'aucune fiction ne serait capable d'envisager. Leurs premières actions, avant leur ultime but, celui de leur domination sur la planète, est d'abord d'inculquer leur mode de pensée. Le système éducatif de la foi religieuse pourrait représenter une entrave majeure à toute action globale humaine. C'est une hérésie, pour eux qui se considèrent comme des élus, que d'accorder des droits aux autres. Ces illuminés seraient détenteurs de l'illumination, ainsi qu'ils sembleraient vouloir se définir eux-mêmes. Leur niveau d'arrogance n'a d'équivalent que leur niveau de puissance et très certainement, de leur niveau de connaissance. Le rôle de certaines sectes économiques a été prépondérant dans la conquête du pouvoir des sectes religieuses institutionnelles, en Europe, mais aussi, en Amérique du Nord, pour l'obtention et la détention du pouvoir sur les peuples. Leur devise, liberté, égalité, fraternité était d'abord celle de la Bavière, avant de devenir celle de la République française. D'autres, telles que la confrérie franc-maçonnique fonctionneraient plutôt de concert avec ces dernières. Y aurait-il eu une interférence entre la franc-maçonnerie et une secte religieuse? Y aurait-il eu consensus pour la mise en œuvre d'un projet commun, de domination mondiale? Ces illuminés ou initiés ne seraient-ils pas, tout simplement, des conspirateurs? Seraient-ils chrétiens ou sémites? Cette probabilité pourrait-elle s'avérer, un jour, comme exacte? Le CNR, le programme du Conseil national de la résistance, a défini, entre autres éléments, au 15 mars 1944. 4. Afin d'assurer l'établissement de la démocratie la plus large en rendant la parole au peuple français par le rétablissement du suffrage universel. La pleine liberté de pensée, de conscience et d'expression. La liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'État, des puissances d'argent et des influences étrangères. La liberté d'association, de réunion et de manifestation. L'inviolabilité du domicile et le secret de la correspondance. Le respect de la personne humaine. L'égalité absolue de tous les citoyens devant la loi. 5. Afin de promouvoir les réformes indispensables. A. Sur le plan économique. L'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale, impliquant l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie. Une organisation rationnelle de l'économie assurant la subordination des intérêts particuliers à l'intérêt général et affranchie de la dictature professionnelle instaurée à l'image des États fascistes. L'intensification de la production nationale selon les lignes d'un plan arrêté par l'État après consultation des représentants de tous les éléments de cette production. Le retour à la nation des grands moyens de production monopolisés, fruits du travail commun, des sources d'énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies d'assurance et des grandes banques. Le développement et le soutien des coopératives de production, d'achat et de vente, agricoles et artisanales. Le droit d'accès, dans le cadre de l'entreprise, aux fonctions de direction et d'administration, pour les ouvriers possédant les qualifications nécessaires, et la participation des travailleurs à la direction de l'économie. B. Sur le plan social. Le droit au travail et le droit au repos, notamment par le rétablissement et l'amélioration du régime contractuel du travail. Un rajustement important des salaires et la garantie d'un niveau de salaire et de traitement qui assure à chaque travailleur et à sa famille la sécurité, la dignité et la possibilité d'une vie pleinement humaine. La garantie du pouvoir d'achat national pour une politique tendant à une stabilité de la monnaie. La reconstitution, dans ses libertés traditionnelles, d'un syndicalisme indépendant, doté de larges pouvoirs dans l'organisation de la vie économique et sociale. Un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l'État. La sécurité de l'emploi, la réglementation des conditions d'embauchage et de licenciement, le rétablissement des délégués d'atelier. L'élévation et la sécurité du niveau de vie des travailleurs de la terre par une politique de prix agricoles rémunérateurs, par une législation sociale accordant aux salariés agricoles les mêmes droits qu'aux salariés de l'industrie, par un système d'assurance contre les calamités agricoles,
par l'établissement d'un juste statut du fermage et du métayage, par des facilités d'accession à la propriété pour les jeunes familles paysannes et par la réalisation d'un plan d'équipement rural. Une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours. C. Une extension des droits politiques, sociaux et économiques des populations indigènes. D. La possibilité effective pour tous les enfants français de bénéficier de l'instruction et d'accéder à la culture la plus développée, quelle que soit la situation de fortune de leurs parents, afin que les fonctions les plus hautes soient réellement accessibles à tous ceux qui auront les capacités requises pour les exercer et que soit ainsi promue une élite véritable, non de naissance, mais de mérite, et constamment renouvelée par les apports populaires. Ainsi sera fondée une république nouvelle qui balayera le régime de basse réaction instauré par Vichy et qui rendra aux institutions démocratiques et populaires l'efficacité que leur avaient fait perdre les entreprises de corruption et de trahison qui ont précédé la capitulation. Ainsi sera rendue possible une démocratie qui unit un contrôle effectif exercé par les élus du peuple, la continuité de l'action gouvernementale. L'union des représentants de la résistance pour l'action dans le présent et dans l'avenir, dans l'intérêt supérieur de la patrie, doit être pour tous les Français un gage de confiance et un stimulant. Elle doit les inciter à éliminer tout esprit de particularisme, tout ferment de division qui pourrait freiner leur action. En avant donc, dans l'union de tous les Français. Nota, extrait des Jours heureux. Toute la collection. Les populations esclaves. Est téléchargeable gratuitement, au format PDF, en lecture e-book sur le site internet lacléinternation.org. Toute cette collection est également accessible en livre broché. Les livres brochés de cette collection Les populations esclaves, au format A4 sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Une collection, en livre de poche y est également accessible. Vous pouvez aussi cliquer sur le logo « Livre Amazon » dans la page d'accueil de notre site internet. lacléinternation.org. La totalité de la collection est en conférence audiophonique sur YouTube. La